Chacun d'entre nous porte en soi une histoire. Celle de nos racines, de nos origines, mais aussi celle d'une nouvelle existence à laquelle nous pouvons donner vie. Et peut-être envisagez-vous de donner vie à cette nouvelle histoire en faisant appel à l'assistance médicale à la procréation. Dans ce cas, nous vous invitons à parcourir ce programme qui s'apparente à une visite guidée vous permettant de découvrir pourquoi l'assistance médicale à la procréation s'avère parfois nécessaire. Quelles sont les interventions médicales envisageables? Et à quelle forme de soutien personnel vous pouvez également recourir? Commençons notre visite avec quelques portraits qui vous sont probablement familiers. 1978, naissance de Louise Brown. Une petite fille a priori comme les autres, mais aussi le premier bébé éprouvette. Avec cette naissance, l'histoire de millions de couples allait dès lors pouvoir s'écrire très différemment. En fait, quelles peuvent être les causes de l'infécondité? Pour le comprendre, continuons notre visite en examinant tout d'abord les mécanismes de la reproduction normale. L'image d'un embryon tel que celui-ci vous est probablement familière. Mais imaginez pouvoir assister aux premiers instants du développement de cet être vivant. Son histoire commence ici, dans les organes de reproduction féminins. Chez la femme, les organes de la reproduction sont les ovaires, l'utérus et ses trompes, et le vagin. Approchons-nous de l'un de ces ovaires. Dès notre naissance, les ovaires disposent d'un stock définitif de cellules telles que celle-ci, appelée ovocytes. Ces cellules jouent dans notre histoire un rôle déterminant. Prenons un peu de recul. Lors des cycles menstruels, ces petites glandes situées sous notre cerveau et appelées hypophyses sécrètent des hormones qui seront transportées jusqu'aux ovaires. Ces hormones vont alors provoquer dans les ovaires une séquence d'événements bien établie. À chaque cycle, ces hormones stimulent quelques ovocytes entourés d'une couronne de cellules qui forment ainsi des follicules. Ce follicule, à nouveau stimulé, va expulser l'ovocyte vers l'étape suivante, les trompes. On parle alors d'ovulation. Notre ovocyte va ainsi rester en attente dans les trompes durant quelques heures. Pour l'étape suivante, examinons quelques instants les organes reproducteurs masculins. Chez l'homme, les cellules reproductrices sont les spermatozoïdes produits dans les testicules. Suivons à présent ces spermatozoïdes progressant dans les organes reproducteurs féminins. Nous arrivons, avec les spermatozoïdes, au niveau du col de l'utérus. De petites glandes, situées dans la paroi du col, sécrètent alors un liquide visqueux appelé glaire. Cette glaire favorise la sélection des spermatozoïdes. Ainsi, parmi les millions de spermatozoïdes arrivant dans le vagin, seule une faible quantité va pouvoir atteindre les trompes. Comme nous le voyons, pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'un ovocyte et un spermatozoïde se rencontrent au bon moment. En effet, l'ovocyte n'est fécondable que durant les 24 heures qui suivent l'ovulation. Les spermatozoïdes, quant à eux, sont susceptibles de rester fécondants pendant 4 à 5 jours. Ceci explique pourquoi une femme n'est fécondable que quelques jours par mois. Après la fécondation, l'ovocyte fécondé se divise alors en 2, 4 et 8 cellules. Un premier embryon apparaît donc et va se nicher dans l'utérus. Cette phase est appelée la nidation. L'embryon et l'utérus prennent alors du volume, deviennent l'embryon que nous avons rencontré au début de notre parcours, qui se développera jusqu'à l'accouchement. Vous disposez à présent d'une vue d'ensemble des mécanismes naturels de reproduction. À ce stade se pose l'inévitable question. Pourquoi et comment la fécondité peut-elle se manifester?
Alors les causes possibles de l'infertilité peuvent être nombreuses. On va évidemment chez les couples qui effectuent une mise au point d'infertilité, ce qui concerne un couple sur 6, mettre en évidence un tiers de causes masculines avec des anomalies du spermogramme, un tiers de causes féminines avec des anomalies au niveau des trompes par exemple, des anomalies d'ovulation ou d'autres maladies comme l'endométriose. Enfin, un tiers des couples présenteront une cause aussi bien chez l'homme que chez la femme. On identifie également des couples pour lesquels aucune cause n'est mise en évidence et ça représente un peu moins de 10% des patientes qui nous consultent. Par ailleurs, on va différencier des causes, des facteurs de risque d'infertilité que sont par exemple le tabagisme, la surcharge pondérale ou l'obésité qui vont évidemment influencer négativement les résultats du traitement de fécondation in vitro ou d'insémination. Quel peut être dans ce contexte l'apport d'un soutien psychologique ? Quand le diagnostic d'infertilité est posé, donc c'est important de faire appel à une psychologue, quelqu'un de neutre et d'extérieur, afin de pouvoir déjà au niveau du couple intégrer le diagnostic. C'est pas toujours évident. Il y a un besoin aussi face à cette incertitude que le diagnostic peut engendrer. Donc c'est bien de pouvoir verbaliser ses émotions face à quelqu'un d'extérieur et de pouvoir aussi notamment rétablir une communication au sein du couple. Et ça prépare aussi par rapport au traitement ultérieur, à l'anxiété que ce traitement peut générer. Donc, le soutien d'une psychologue peut aider à traverser cette étape. Quand l'infécondité est soupçonnée, l'étape suivante de ce parcours est la réalisation d'un diagnostic pour identifier un éventuel trouble à corriger. Revenons quelques instants au moment clé de notre histoire, la fécondation. L'un des deux acteurs essentiels est notre spermatozoïde. L'infécondité peut être due à une altération du sperme, à un manque de mobilité des spermatozoïdes ou à une trop faible concentration de spermatozoïdes. L'analyse du sperme ou spermogramme est donc un examen indispensable. Il peut être complété par d'autres examens, tels que des dosages hormonaux ou une échographie de l'appareil génital. En toute logique, les événements associés au cycle menstruel de la femme sont également évalués. Il s'agit de la température qui renseigne sur la date de l'ovulation et le fonctionnement des ovaires. Nous avons vu l'importance des hormones dans le déroulement des événements de la fécondité. La dose d'hormones dans le sang est donc également évaluée. Et nous avons vu le rôle de la glaire cervicale sélectionnant en quelque sorte les spermatozoïdes. L'analyse de la pénétration des spermatozoïdes dans la glaire est donc un élément très important du diagnostic. En fonction du résultat de ces examens, notre centre peut vous proposer plusieurs formes d'assistance médicale à la procréation. Avant toute chose, il est important de savoir que votre prise en charge est un travail d'équipe. Comme vous le voyez, chaque situation personnelle est évaluée au cours de réunions multidisciplinaires. Lors de ces réunions quotidiennes, toutes les compétences dont dispose notre centre prennent connaissance de votre dossier et suggèrent l'approche la plus adaptée à votre situation. Celle-ci vous sera ensuite proposée individuellement. L'une des premières formes d'assistance pouvant être proposée est l'insémination artificielle. Le principe de l'insémination artificielle est d'amener les spermatozoïdes au moyen d'un tube souple appelé cathéter, soit au niveau du col de l'utérus, soit au niveau de la cavité de l'utérus. On parle alors soit d'insémination intracervicale ou intra-utérine. Le sperme utilisé pour l'insémination peut, si nécessaire, être congelé et conservé durant des années. Techniquement simple, ne nécessitant pas d'hospitalisation, l'insémination artificielle peut être répétée facilement. Les chances d'obtenir une grossesse sont de l'ordre de 7 à 15% par cycle. En général, si après 6 cycles d'insémination, la grossesse ne survient pas, votre médecin vous proposera une fécondation in vitro. Depuis la naissance de Louise Brown, des centaines de milliers de couples ont fait appel à cette démarche qui aujourd'hui encore est en pleine évolution. La fécondation in vitro comporte plusieurs étapes. La première étape est la stimulation ovarienne. Le principe à ce stade est d'obtenir le plus d'ovocytes possible pour la phase de fécondation.
Cette étape commence donc par une phase de blocage ayant pour but de bloquer la survenue d'une ovulation spontanée dans les ovaires et ainsi de mieux contrôler les effets du traitement. Souvenez-vous de notre schéma initial. Une petite glande, l'hypophyse, sécrète des hormones stimulant les ovaires. On va donc dans un premier temps bloquer cette production. On passe alors à une autre étape, la phase de stimulation. À ce stade, on administre quotidiennement une hormone, ou gonadotrophine, qui va stimuler, comme nous le voyons, le développement des follicules. Cette phase dure environ 12 jours, au cours desquels le développement des follicules est régulièrement contrôlé par échographie endovaginale. Troisième étape. Une fois les follicules arrivés à maturité dans les ovaires, on peut alors déclencher l'ovulation. Ce moment crucial du traitement va être déclenché par l'usage d'une autre hormone appelée HCG, ou hormone gonadotrophine chorionique. Une injection suffit à provoquer l'ovulation. Nous allons dès lors pouvoir passer à la phase suivante, le prélèvement des ovocytes. Pour le prélèvement des ovocytes, une aiguille est introduite dans le vagin afin d'aspirer les ovocytes venant d'être produits. Cette étape requiert une courte hospitalisation et se déroule sous anesthésie. Le liquide prélevé est ensuite placé dans un milieu de conservation favorable. Puis, il est amené en laboratoire, où l'on va analyser le nombre d'ovocytes recueillis, de 0 à 10 en moyenne. En laboratoire, on évalue également la quantité et la mobilité des spermatozoïdes obtenus. Nouvelle étape. En présence du futur papa, les ovocytes et le sperme sont placés dans un milieu de conservation adéquat, dans un conteneur soigneusement scellé. Un transporteur spécialisé se charge alors de les mener vers le laboratoire de l'hôpital Erasme, où se déroule l'étape de la fécondation in vitro proprement dite. Après 24 heures, on observe alors si la fécondation a bien eu lieu. Les ovocytes fécondés se présentent sous forme d'une cellule à deux noyaux, l'un d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Après 48 heures, l'œuf fécondé a considérablement évolué. Il est composé de plusieurs cellules. C'est déjà un embryon que l'on peut transférer dans l'utérus maternel. Lors du transfert des embryons dans l'utérus, les embryons sont introduits à l'aide d'un fin tube souple jusqu'à l'utérus où ils sont déposés. Après ce transfert, commence alors la longue attente. 12 jours sont nécessaires pour avoir l'assurance qu'une grossesse se développe. À ce stade, certains éléments pratiques peuvent considérablement faciliter votre parcours. Alors, pour tous les couples qui vont commencer un traitement, quelle que soit l'issue du traitement, même si la majeure partie du temps, le résultat sera positif et la grossesse attendue sera au rendez-vous, il faut rester, quoi qu'il en soit, positif face à cette situation et essayer de retirer une expérience humaine importante pour la vie du couple et d'en retirer quelque chose qui va grandir le couple à l'issue du traitement, qui va leur permettre de s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Et précisément, que faire en cas de résultat négatif ? En cas d'échec du traitement FIV, on peut faire appel à un psychologue, et tout d'abord pour intégrer cet échec, pour pouvoir verbaliser les émotions que cet échec peut engendrer au niveau du couple, et surtout pour trouver un moment de mise en parenthèse afin de pouvoir communiquer au niveau du couple et de retrouver une certaine énergie. D'autre part, les couples veulent souvent se relancer directement dans un traitement afin d'oublier cet échec, et ça mène à une escalade qui n'est pas forcément positive. L'assistance médicale à la procréation est une technique en constante évolution. Elle permet sans cesse d'offrir de nouvelles options aux couples concernés, telles que par exemple l'ICSI. Cette technique se justifie éventuellement après un échec de la fécondation in vitro conventionnelle. Dans ce cas, les étapes de la stimulation ovarienne et de recueil des ovocytes sont identiques à la fécondation in vitro. Mais lors de la fécondation proprement dite, on injecte directement un spermatozoïde dans chaque ovocyte. Cette étape est réalisée sous microscope et demande bien sûr
une précision extrême. Mis à part toutes ces solutions médicales que nous venons de voir, quel peut être le rôle du couple dans notre histoire? Il est au centre même de son traitement. Mis à part les techniques que l'on met à disposition pour la procréation médicalement assistée, dans notre clinique, nous pouvons leur offrir l'opportunité de prendre en charge eux-mêmes leurs problèmes d'obésité, ainsi qu'une prise en charge au niveau du tabac, avec une tabacologue spécialisée, et une prise en charge au niveau psychologique. Par exemple, notre équipe multidisciplinaire comprend entre autres une diététicienne. Que pouvez-vous attendre d'une telle consultation? À côté du traitement, certains facteurs peuvent donner en fait une évolution favorable à une grossesse. Et donc l'alimentation en fait partie. Et c'est pourquoi le diététicien peut aider le patient à être acteur lui-même de son propre succès d'une certaine façon. L'assistance médicale à la procréation est dans tous les cas un parcours et une histoire. Et comme dans tout bon roman, sa rédaction est parfois complexe, des défis vous attendent à chaque chapitre, mais elle s'enrichit quotidiennement de nouvelles possibilités pour vous aider à donner vie aux héros et héroïnes dont vous avez rêvé.